I think we're ready now. Nous sommes prêts. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi, pour nous, de vous accueillir pour cette journée 5 de notre conférence, la dernière, mais non la moindre, puisqu'elle est dédiée aux approches régionales. C'est un plaisir d'autant plus accru que hier, la Nouvelle-Calédonie et les îles Cook ont signé un accord de coopération afin de travailler ensemble dans le Pacifique Sud sur les enjeux de gestion intégrée des espaces marins et de meilleure préservation de la biodiversité marine. Un poète, Alexander Pope, disait que la mer rejoint les régions qu'elle sépare. Et les connaissances scientifiques sur les écosystèmes marins, sur la biodiversité marine, sur les grands cycles de notre planète, tels que le cycle de l'oxygène, sur la migration des espèces, soulignent combien, en fait, nous vivons sur une seule planète, un seul océan. Et dans un grand pragmatisme, un proverbe swahili dit « L'homme seul ne peut aller et amener son bateau à la mer ». Donc je vous invite et nous vous invitons avec David à lâcher les amarres ensemble. Et les différents ateliers qui vous sont proposés ce matin tâcheront d'envisager comment, au niveau régional, nous pouvons traduire les grands objectifs internationaux, comment les stratégies adoptées au niveau local, au niveau national peuvent être mises en synergie afin d'appréhender cette unité et cette nécessité de travailler ensemble. Bien sûr, cette nécessité de collaborer nous oblige à dépasser les frontières politiques, mais je dirais aussi les frontières peut-être beaucoup plus profondes, les frontières psychologiques et mentales. Nous avons à nos côtés un formidable panel, et afin de nous mettre en jambes, si je puis dire, d'aborder les débats de cette journée, nous allons discuter ensemble quelques points qui nous semblent importants à traiter dans nos ateliers de ce matin. La première question adressée à l'ensemble de notre panel concerne la dimension et l'échelle régionale. Selon vous, quelle est la réelle plus-value de l'approche régionale lorsqu'on discute des enjeux internationaux de biodiversité marine, de meilleure gestion des écosystèmes marins? Feel free to jump in to address the question. I think we'll ask Ronnie first, as he's Je pense que nous allons demander la question à Ronnie tout d'abord, comme il vient d'arriver. Bonjour à tous. Excusez-moi d'avoir été en retard. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus. Je viens de l'océan Indien et d'une petite île en voie de développement. Et comme je le disais dans une autre présentation, les petites îles en voie de développement sont de grands États océaniques et nous manquons de capacités financières et techniques. La seule manière dont nous pouvons traiter la biodiversité et le développement durable des territoires océaniques, c'est une approche régionale. C'est pourquoi dans l'océan Indien, les Seychelles mènent le défi littoral. C'est l'un des 3 défis régionaux qui ont commencé en Micronésie et ensuite sur le challenge des Caraïbes. Mais ce qui fait la spécificité du challenge de l'océan Indien, c'est que cela a émergé depuis le bas. Et à travers ce partenariat, lorsqu'on emmène autour de la table des plus grands pays, des grands acteurs internationaux, cela crée une synergie dans le partenariat. Nous avons là un partenariat entre îles indifférents par rapport à la taille et au statut économique. Et cela concerne également des îles reculées au large de l'Europe. Et le dernier ajout à cette famille d'approches régionales, c'est Hawaï. Hawaï a pu s'affirmer en tant qu'île polynésienne. L'approche régionale est donc fondamentale. On en est au courant pour ce qui concerne l'océan, mais nous voulons étendre cela également aux États littoraux de l'Afrique de l'Est. Il est temps que les îles et les États de ces océans s'approprient le développement durable des écosystèmes et de la biodiversité.
Merci. Maintenant, je passe la question à Bruce. Il vient de SCIC. Et moi, ce qui m'intéresse, en termes de la gestion de la biodiversité et des écosystèmes dans votre région, quelle est la valeur ajoutée d'une approche régionale? C'est une question difficile. Mais je pense que c'est lié à la réponse qu'a donnée Ronnie en termes d'échelle. Ah, c'est mon pacemaker. C'est une question d'échelle. Pour les petites îles, particulièrement, c'est très intéressant. Nous avons l'objectif d'obtenir une couverture de 10% d'AMP à travers la planète. Et lorsque nous avons des petites îles, elles ont des ressources limitées. Alors ce que SPRED peut faire, c'est apporter une continuité, une cohésion aux États membres. Et voilà notre rôle. Tous des pays et États des Pacifiques, il y a 22 pays et territoires, et nous leur apportons des soutiens techniques, entre autres. Est-ce que cela implique un programme de formation régionale? C'est assez limité en ce moment. Il y a eu certaines interventions au cours des années. Il existe un projet de l'UICN pour la gestion régionale de la biodiversité. Et nous avons encore de grandes ambitions pour faire des approches novatrices en termes de formation pour le Pacifique. Vous êtes engagé dans le réseau LMMA, les réseaux d'AMP localement gérés. Et donc, comment devrions-nous mieux coordonner les actions sur le terrain? Bien, merci, Carole. La question est, où avons-nous besoin de coordination? Le réseau LMA a participé à cette augmentation mondiale que nous avons eue depuis le dernier congrès mondial à Durban, ou même depuis la conférence Impact 1, lorsqu'il y avait des communautés que nous essayons d'appuyer par le management. Et maintenant, nous avons plus de 600 communautés, en partie grâce au bon travail des organisateurs Impact 1. Et grâce à cela, nous avons pu constater qu'il y a des milliers de communautés qui prennent les choses en main, même lorsqu'ils ne jouissent pas d'un grand soutien. La raison qui sous-tend cela, c'est le réseautage. Et également les connexions internationales qui peuvent émerger grâce à ces réseaux, qui permettent d'inspirer ces petites communautés, de leur donner des idées, même si la coordination n'a pas forcément lieu sur le terrain. Un élément important consiste à reconnaître la puissance de ces réseaux très horizontaux, très légers. La plupart réussissent mieux s'ils sont gérés par des groupes de pairs, s'ils essayent d'être très transparents et qu'ils sont dans la construction de la confiance. Je pense que l'augmentation que nous voyons est un témoignage de l'utilité et de la puissance de ces réseaux. Et le fait qu'on en parle aussi est également une autre preuve du fonctionnement de ces réseaux. Nous devons veiller à ce que les voix souvent marginalisées de ces petites îles puissent se faire entendre au niveau de décisions politiques à ce niveau. Et est-ce que vous avez l'occasion de faire des liens entre ces réseaux? Il y a des réseaux et ensuite des réseaux de réseaux. Oui, tout à fait. Je crois que nous avons commencé à découvrir nos limites en termes de réseau. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on atteint une certaine dimension minimale, un réseau peut se mettre en relation avec un autre réseau. Et nous essayons surtout d'établir un lien avec le plus haut niveau pour que les informations et ressources les plus importantes puissent être partagées. Il est également évident que les gouvernements et les donateurs doivent beaucoup plus souligner l'importance du financement et apporter leur soutien. De mon point de vue, je constate que les ONG et les autres doivent améliorer leur rapport coût-efficacité. Le potentiel, c'est que 100% des régions littorales pourraient
pourrait être gérée par les communications locales, mais non pas au prix qu'elles coûtent actuellement. Alors, nous devons étudier quel est le type de financement qui crée vraiment la différence et ensuite affecter les ressources envers ces initiatives. Stéphane Edmondson est le secrétaire exécutif de la commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est. Vous avez une autre approche. Vous êtes une organisation gouvernementale et vous avez un accord multigouvernemental et une commission multigouvernementale. Comment est-ce que l'approche régionale envers les pêches vous donne une force? Alors, tout d'abord, pour vous répondre d'un point de vue très juridique, alors nous étudions la haute mer. Si nous n'avons pas de coopération régionale, ça veut dire que chaque pays travaille tout seul, ils peuvent établir et prendre des mesures, mais il n'y a personne d'autre qui va reconnaître et respecter ces mesures. C'est pour ça qu'il est important de réunir tout le monde autour de la table. Et si on regarde la haute mer, en grande mesure, l'impact humain principal que nous constatons, ce sont la pêche. Généralement, dans la plupart des régions, nous avons beaucoup de différents types d'usages de la mer qu'il faut prendre en compte lorsqu'on effectue la gestion. C'est difficile de dire que la haute mer est plus simple parce qu'ils sont très éloignés, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit moins de diversité dans les impacts humains. Et en fin de compte, tout ce que nous pouvons contrôler, c'est l'impact humain. Dans une situation où la pêche est souvent le seul impact humain sur certaines parties de l'écosystème, les mesures de gestion établies pour la pêche sont en fait assez exhaustives. Dans un forum ici, on a l'habitude de parler du besoin de rassembler tous les différents usagers, mais dans certains cas, la seule politique de la pêche suffit. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, traditionnellement, les domaines de la pêche ont examiné les réserves halieutiques et les moyens de protéger les juvéniles, par exemple. Mais, de plus en plus, au cours de la dernière décennie, nous avons vu des organismes de gestion de la pêche, comme celui pour lequel je travaille, qui étudient les effets de la pêche sur d'autres aspects du écosystème marin, comme par exemple la protection des récifs coralliens. Alors, notre conscience de l'importance de la biodiversité des écosystèmes a augmenté et nous prenons des mesures pour veiller à les protéger. Et un dernier point, je sais que je me suis un peu trop attardée. Si, par exemple, j'établis une zone fermée pour protéger un récif corallien, il n'y aura pas beaucoup d'impact si 3 ans plus tard, on ouvre une exploitation minière sur ce récif corallien. Donc, c'est le genre de raisons pour lesquelles il faut que les autres acteurs coopèrent avec nous dans un cadre juridique. Alors oui, cela me semble formidable. Mais quelle est la force et quel est l'équilibre entre votre région et les autres régions? Est-ce que vous aimez les autres régions? Vous vous entendez? On pourrait dire que nous sommes un club de pays riches. Nous sommes dans l'Atlantique Nord-Est. Les pays de l'Atlantique Nord-Est, généralement, sont des pays plus riches que la moyenne mondiale. Dans d'autres régions de haute mer, vous n'avez pas la même capacité, les mêmes structures institutionnelles et pas forcément le même financement pour le gérer. Mais une des forces qui émerge de ceci, d'un point de vue de la pêche, c'est le financement, parce que la pêche est une industrie multimilliardaire. Et si nous ne préservons pas les réserves halieutiques, eh bien, cela restera une industrie multimilliards de dollars que pour quelques années. Alors, l'industrie comprend le besoin de la conservation et cela peut être un moteur du financement pour faire des choses du point de vue de la pêche et notamment en haute mer. Et c'est souvent le plus grand aspect de l'effort régional. Alors, nous regardons la haute mer et l'importance de la haute mer. Il représente plus de 60% de la surface de notre planète bleue. Christina Gerd, vous êtes une conseillère de haut niveau auprès de l'UICN. Et vous travaillez sur un groupe spécialisé. Vous avez beaucoup travaillé sur l'accès et la définition de différentes régions. Mais quelles seraient les étapes à suivre de votre point de vue? Quelle est l'intégration actuelle de l'enjeu des
de la haute mer dans la Convention sur la biodiversité? Alors oui, ça c'est plusieurs questions en une. Je pense que nous avons tant appris sur la haute mer sur les 10 dernières années, en commençant par la vie marine. Ah, pourquoi ces bruits? Je pense qu'il y a peut-être un téléphone portable sur la table. Voilà. Notre comité a entamé ce processus pour décrire les régions écologiquement ou biologiquement significatives. En même temps, l'Assemblée générale des Nations unies faisait appel aux organisations de contrôle de la pêche pour agir, pour réduire l'impact de la pêche sur les hautes mers. Ce qui nous manque, c'est un élément déclencheur pour l'action dans les organisations régionales de gestion de la pêche et également avec les organisations de transport maritime et d'exploitation du fond marin. Pour l'instant, donc, il n'y a aucun mandat pour traduire ces informations sur la signification et l'importance de ces zones de haute mer, de traduire cela en efforts pratiques envers la conservation. Ce que nous voyons maintenant sur la haute mer, c'est que nous avons tout un tas d'organisations de gestion régionale pour la pêche, mais un réseau très fragmenté pour les organisations régionales qui s'intéressent à la conservation. Il y a 13 organisations régionales de la mer, mais seulement 3 ou 4 si on inclut le Pacifique, couvrent des zones en dehors de la juridiction nationale. Alors la région de l'Atlantique Nord-Est est unique en ayant sa propre organisation de gestion de la pêche, ainsi que la commission ASPAC pour la conservation de l'Atlantique Nord-Est. Et ils ont adopté des mesures pour protéger les hautes mers. L'océan du Sud-Est, également, du Pacifique Est, a également pris des mesures, mais pour la grande partie des hautes mers, nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas le mandat, et à ce moment-là, vous avez besoin réellement d'une collaboration mondiale. Nous traitons des régions qui appartiennent à vous, à moi, à tout le reste du monde, et c'est un domaine où l'approche régionale puisse être inefficace et insuffisante. Nous avons certes besoin de coordonner les choses au niveau régional, mais également besoin d'une vue globale du haut. Notre collègue de Sea Lines, parlez-nous de certaines des réussites récentes, si on peut appeler la mer du Sud une région. Alors, merci beaucoup. Notre organisation veut essayer de combler les lacunes du droit international. Nous travaillons sur le programme du nord-est des Caraïbes, mais de nombreuses espèces qui relèvent du protocole de conservation de la biodiversité se trouvent dans la mer Sargasso ou bien passe à travers cette mer. Nous essayons donc de coopérer avec la Convention de Cartagena, donc avec cette gestion de la mer des Caraïbes. Nous avons à Bermuda signé un accord de coopération entre différents États et différentes organisations de conservation. Et nous cherchons à tirer profit des mesures déjà existantes. Nous nous sommes rendus à l'Organisation internationale maritime pour veiller à ce que les règlements qui ont été mis en place pour protéger le littoral des impacts. Mais en fait, justement, ces mesures encouragent les bateaux à décharger leurs eaux usées et leurs poubelles lorsqu'elles sont éloignées des côtes sur les hautes mers. Et nous avons, et cela est pertinent pour l'ensemble du transport maritime qui transporte plus de 90% de nos biens mondiaux. Il y a un enthousiasme qui émerge de cette initiative du Pacifique, mais le défi est qu'il n'y a pas d'accord valable juridiquement pour apporter un financement ou la surveillance à long terme ou pour prendre d'autres mesures de gestion. Merci, Christina. Bruce, quel est le bilan en ce qui concerne la haute mer en zone Pacifique? C'est notre plus grand souci sur la planète. Alors, ce n'est pas un domaine sur lequel je travaille beaucoup, mais
Une des approches innovantes qui a été adoptée par la pêche au thon, c'est de rendre cette pêche conditionnée à des zones en haute mer au-delà des zones économiques exclusives et de rendre ces régions en haute mer des zones de reproduction. Donc nous allons protéger ces zones. Mais ces zones se situent souvent à des milliers de kilomètres de la côte. Alors il faut que cela soit conditionné sur le comportement de l'industrie en elle-même pour s'autocontrôler. Peut-être que vous en connaissez plus que moi en termes des tendances. L'observation par GPS des bateaux et l'observation satellite, je pense que là, c'est une approche qui exige un haut degré de coopération. En termes de différents types de régions, je sais que vous prenez un État-océan comme une sorte de région différente. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, nous y reviendrons plus tard ce soir. Et Oceanscape est une approche cadre que tous les pays de l'océan Pacifique et tous les dirigeants de ces États pacifiques ont signé. Lorsque nous faisons notre travail de conservation sur le terrain avec les pays, nous insistons pour leur montrer les photos des leaders lors de la cérémonie de signature pour Oceanscape. Et nous encerclons votre chef qui, lui, se retrouvait là ce jour-là. Parce que la réalité est que dans de nombreux pays, ils ne sont même pas conscients que cet accord a été signé. Et nous trouvons cela un cadre très utile pour toute une gamme d'interventions, non seulement pour la biodiversité, mais pour le travail que nous faisons en zone protégée. C'est un bon point de départ parce qu'il y a déjà le soutien régional. Merci. Ronnie, je sais que vous vous décrivez comme étant un ambassadeur en mouvement et un militant qui parcourt le monde. Mais en termes de ces petites îles-États, en Indonésie, il y a des milliers d'îles. Dans votre région du monde, les Seychelles, il y a plusieurs groupes d'îles. Comment est-ce que cette approche régionale, concrètement, puise sa force? C'est intéressant que vous parliez d'Indonésie. Quand j'étais au sommet Rio plus 20, j'ai évoqué cette question des 17 000 îles qu'il y a en Indonésie. Eh bien, on m'a dit, vous avez pensé à nous d'une manière que nous n'avions jamais pensé, imaginée pour nous-mêmes. Et pour nous, vous êtes un grand frère. Et la raison pour laquelle nous nous tendons vers des pays comme l'Indonésie, c'est que lorsque il a fallu se mettre autour de la table politique, vous êtes un réel poids. La haute mer est une zone qui nous préoccupe traditionnellement. On les a évoquées seulement sous l'angle de la pêche, mais maintenant c'est sous l'angle de l'exploitation minière des eaux profondes pour les minéraux et pour les métaux que nous commençons à exploiter de la mer au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus inaccessibles sur la Terre. Et cela concerne les petits États des îles, parce que nous sommes ceux qui sont le plus impactés par ces activités, mais qui avons le moins de capacité pour y réagir. Donc je suis très intéressé par ce que vous avez dit et nous allons examiner l'idée Oceanscape pour voir comment nous pouvons la reproduire dans nos régions. Je sais que vous avez dit qu'il fallait atteindre un accord sur la juridiction internationale sur les hautes mers avant l'an prochain, mais cela, ça fait 10 ans que l'on dit cela. Donc, simplement, je voudrais être réaliste en termes de ces négociations et je vais être réaliste par rapport aux possibilités d'agir. Je pense qu'on devrait faire plus pour engager les petites îles-États dans la protection de la haute mer, notamment ce qui concerne l'exploitation des minéraux et ainsi de suite. Parce que nous ne pouvons que dire oui à tout ce qui
nous interpelle, parce que parfois, les hautes mers ne sont que les écarts entre les ZEE entre différents pays. Et parfois, il faut passer par la haute mer pour avoir accès à certaines zones. Et comment est-ce que nous pouvons gérer tout cela? Et je suis intéressée par ce que font nos amis au Pacifique. Mais voilà une manière de traiter au moins certaines régions. Voilà, c'est tout, merci. So, Ronnie, you are Donc, the Ronnie, chair of the steering committee of the vous êtes Global Island Partnership. le président du comité de And pilotage this de provide a partenariat global mondial des îles et ceci apporte global une approach. perspective And in this et respect, approche how mondiale. can Et we take comment advantage of pouvons-nous the tirer different profit experiences in different regions, des and différentes how can expériences we dans link différentes the régions? different, Et MPAs, comment est-ce que nous managers pouvons and the different, mettre en MPA relation les stakeholders, différents who gestionnaires are et operating acteurs in des different contexts? AMP qui agissent dans différents contextes? Alors, une des choses intéressantes concernant GLISPA, c'est que lorsque nous tenons notre réunion du comité de pilotage à Washington aux alentours du mois de février, ce sont les personnalités que l'on voit autour de la table. Et ils s'intéressent tous à des thématiques différentes. Il y a des pays riches, des pays pauvres, il y a des territoires d'outre-mer et nous essayons tous de regarder les questions concernant les océans et en particulier autour des îles et d'un point de vue des îles. C'est pour ça que nous essayons d'aller à la rencontre d'autres territoires et d'autres États insulaires. C'est pour ça que je me suis intéressée à Hawaï. C'est parce que l'université de Hawaï a fait un travail universitaire sur le secteur marin. Et bien sûr, en ce qui concerne la capacité de réaction, tout est relatif. Parce que, par exemple, sur la télévision de Hawaï, j'ai vu l'équipement dont ils disposent pour examiner, par exemple, les gradients thermiques dans l'océan. Pour nous, cela serait un rêve. Mais une des meilleures choses de GLISPA, c'est que lorsque je suis descendue de l'estrade, quelqu'un est venu vers moi. Il m'a dit « Je suis de l'université de Hawaï, voici ma carte de visite, venez me parler. » Voilà, c'était aussi facile que ça. Mais néanmoins, il a fallu que j'aille jusqu'à Hawaï pour que cela se produise. Donc ça, c'est un des avantages de GLISPA, c'est que nous gardons nos distances par rapport aux questions politiques et nous regardons lorsque nous traitons des questions de haute mer avec les différents États, nous veillons bien à être loin des thématiques politiques polémiques. Et n'est-ce pas formidable de pouvoir se retrouver dans une salle où il y a une telle diversité, une telle disparité, et pourtant nous disons tous la même chose, et non pas d'un point de vue nationaliste. Et ici, le fait que je m'exprime dans cette salle, c'est que cela me permet de prendre contact avec ces personnes. Oui, alors là, je crois que nous prêchons convertis, mais c'est vrai que nous prêchons encore plus loin parce que, en termes de l'envoi de ce message, tout cela est important. Nous voulons également parler de la mise à profit des connaissances et des outils pour l'efficacité des réseaux. En ce qui concerne la gestion adaptive gérée par la communauté, cela est votre domaine, n'est-ce pas? Alors oui, comme je l'ai dit avant, le partage d'expériences entre communautés est l'une des approches de renforcement des capacités les plus intéressantes. Mais je propose également que cette capacité et ces informations informent la politique dans le Pacifique Sud. Je pense que les réseaux de LMMA qui se sont retrouvés finalement en partenariat avec les gouvernements, et cela représente une opportunité. Plusieurs pays maintenant changent leur politique, ce qui permet aux pays de mettre à profit ces efforts consentis par les communautés locales. Nous avons les îles Salomon et Vanuatu. Fidji pense à changer son cadre juridique et à établir des objectifs qui reflètent l'approche qui vient des communautés locales. Et moi, je propose que cela soit la norme plutôt que l'exception. Bruce a également évoqué la politique régionale des océans et son organisation égide
Mais cela est non seulement une politique, mais il s'agit d'un système de gestion intégré pour le bien-être de la mer. Et il s'agit d'une structure qui s'imbrique les unes dans les autres. Alors, cela permet de faire des efforts complémentaires vis-à-vis de ceux des communautés locales à l'intérieur de la zone des 12 milles de la côte. Et ça, c'est ce qui est intéressant chez Oceanscape. Bien sûr, les voix locales ont maintenant informé la politique nationale et internationale, mais ensuite nous avons le problème habituel, comment traduire la politique en action. Et maintenant, j'espère que nous allons pouvoir faire de ces visions une réalité. Ronnie, une des forces de ce partenariat mondial des îles, c'est de travailler ensemble sur les préoccupations qui sont en commun. Certaines îles ont pris un rôle de leader pour s'adresser à certains des challenges et certains sont vus comme un bright spot en matière de conservation marine. De votre point de vue, quels sont les critères de réussite pour ce genre de bonne expérience et cette approche qui est réussie? Alors, une des raisons pour laquelle vous voyez tant de bright spots parmi les îles, c'est qu'il y a peu de pays qui dépendent autant que nous de l'océan. Ce n'est pas seulement une question de la richesse de la biodiversité de la haute mer, c'est une question de nos économies. Lorsqu'on parle d'AMP, on parle de développement et non pas seulement de conservation. Nous ne conservons pas nos océans simplement pour leur beauté, c'est parce que ces océans constituent une ressource. Hier, j'ai écouté quelqu'un qui venait de Madagascar qui parlait de l'approche basée sur la communauté en matière de la pêche au poulpe au Madagascar. Mais la situation est très différente économiquement et sociologiquement aux Seychelles. Et donc, des modèles de Madagascar est difficile à y reproduire. Mais c'est notre arrière-cour. L'océan est notre arrière-cour. C'est le premier terrain de récréation de nos enfants. Et donc, pour nous, l'océan a une connotation différente. L'océan définit qui nous sommes. C'est pour cela que nous nous exprimons de manière passionnée, que moi-même, je m'exprime de manière passionnée, parce que je ne sais pas comment m'exprimer autrement au sujet des océans. Et voilà comment donc les océans peuvent être utilisés. Parce que nous n'avons pas, c'est la capacité. Et j'y reviens toujours. Malgré cela, c'est formidable ce que font les îles. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Et nous trouvons ce même genre de motivation et de passion parmi les autres États insulaires. Tout le monde devrait essayer de nous écouter. Il devrait essayer de s'entretenir avec nous lors de réunions. C'est là où je pense que les îles, en particulier maintenant, depuis Rio, tout le monde adore les océans. Alors qu'avant Rio, c'était très difficile de trouver quelqu'un qui aimait les océans. Alors, lorsque nous avons examiné le document synthétique de cette réunion, il y avait 10 paragraphes de plus sur les océans que sur toutes les autres thématiques. On ne s'est jamais autant concentré sur les océans que maintenant. Il n'y a jamais eu avant une telle prolifération d'organisations et de comités tels que nous le voyons maintenant. Nous avons même du mal à trouver et d'ailleurs, il y a des personnes qui se portent volontaires pour être des présidents, jouent des coudes pour obtenir ce poste. Et avant la conférence de Samoa en septembre, et même le CBD a dit que le congrès de l'an prochain sur la biodiversité se concentrera sur la biodiversité insulaire. L'heure est venue pour les États insulaires de faire entendre leur voix, mais également pour les autres d'étendre la main vers ces îles. Stéphane, je me tourne vers vous parce que j'ai travaillé avec vous lorsque j'étais à la commission IASPAR et à l'époque, bien sûr, vous occupiez un poste différent, mais vous aviez déjà dès lors parlé d'une meilleure
intégration entre la conservation, les AMP et la protection des pêches. Pourriez-vous nous en dire 2 mots de plus sur cette coordination? Alors oui, tout simplement, je vais accorder le crédit là où le crédit est dû. Lorsque vous étiez le secrétaire, c'est en partie grâce à vous que nous avons pu nous mettre d'accord sur l'organisation de cette réunion qui nous a permis de faire sortir cet accord. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour coopérer avec la commission STAR et d'obtenir ce genre de coopération à grande échelle. Nous espérons pouvoir finaliser un arrangement, un accord officiel, non seulement parmi les organisations concernant la pêche, mais également concernant l'environnement, au plus tard l'an prochain. Cela devrait établir le fondement pour d'autres types d'initiatives avec l'autorité internationale de l'exploitation des fonds marins, par exemple. Alors, quand on dit qu'il y a un manque d'autorité juridique sur la haute mer, cela est faux. Ce n'est pas qu'un seul organisme qui traite tout, mais lorsqu'on examine les activités humaines, et là, c'est la seule chose, je vous le rappelle, que nous gérons réellement. En continuant point par point, il y a une compétence juridique pour l'ensemble de ces points. Mais la question est de réunir l'ensemble des acteurs et de garder à l'esprit que l'ennemi du bien, c'est l'attente. Si nous attendons d'avoir quelque chose de parfait, alors nous ne ferons jamais rien. Donc, pardon, l'ennemi du bien, c'est le parfait. Et si nous attendons ce parfait cadre de gestion intégrée des systèmes et tout ça, nous ne ferons jamais rien. Donc, nous devons commencer dès maintenant de manière réaliste au point de départ que nous avons déjà. Et de manière réaliste, point par point, quelles sont les activités humaines qui ont un impact sur les écosystèmes et la biodiversité des hautes mers. Nous avons déjà les outils pour les maîtriser. C'est vrai que lorsqu'on fait un tour du monde, il n'existe pas des relations comparables comme celles que nous avons avec OSPAL et NIAT en Atlantique Nord-Est et une organisation comme ICIS, le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui est une organisation scientifique et qui est un pilier important dans cette coopération parce qu'il est conseillé pour à la fois moi et Gaspard. Et ce que je veux dire, c'est que plutôt d'essayer de viser le parfait, et c'est notre seul objectif, parce que si on vise quelque chose de moins que parfait, c'est une déviation. Non, cela est une erreur. Il est important de travailler également au niveau régional. Et comment pouvoir recréer cela en prenant en compte les circonstances locales dans d'autres domaines. Et je pense que cela risque davantage de nous mener à la réussite. Merci. Je sais d'expérience que réunir tout un groupe de personnes dans une salle n'est pas toujours facile. Christina, d'un point de vue juridique, quelle est l'importance de la loi internationale souple? First, I'd love to just sort of say I would be happy if we could. Tout d'abord, j'aimerais dire que cela me ferait plaisir de dire si c'était vrai que la pêche était le seul impact réel sur la vie marine sur la haute mer. Mais en réalité, il y a des impacts de la pollution. C'est vrai que les impacts les plus évidents viennent peut-être aujourd'hui de la pêche, mais dans l'avenir, nous allons devoir gérer les énormes effets du changement climatique et de l'acidification des océans. Nous allons devoir y réagir. Il faut une approche secteur par secteur pour traiter ces questions parce qu'il a fallu 10 ans pour que ASPAR fasse réunir ces différentes organisations. Et nous allons voir les océans se dégrader devant nos yeux si ce n'est pas le cas. Alors tout est en mouvement maintenant. L'approche du soft law, c'est-à-dire du droit souple, ce qu'on appelle une approche précautionnaire, une approche de précaution. On a fait appel à la création de réseaux d'MPA d'ici à 2012. Les principes qui ont été adoptés sont un outil très puissant pour motiver les gouvernements d'apporter leur
tient aux ONG et d'apporter de la science et du financement. Mais ils n'ont pas les moyens de ramener ensemble les États pour favoriser le sens de la responsabilité dont nous avons besoin pour gérer les ressources et la biodiversité qui nous est en commun et qui nous appartient tous. Alors on peut aller assez loin avec le droit souple, mais pas assez loin. Merci. So we mentioned the soft law, but Nous the avons burning parlé question is de about ce droit souple, the role mais as well la of question traditional brûlante knowledge and concerne know-how le of rôle all de the la stakeholders connaissance and how do you traditionnelle all et l'implication de tous les the acteurs, de toutes les parties integration of prenantes. those Comment est-ce que important knowledge, vous not only intégrez at the ce genre de regional connaissances, level, non but as seulement au well at niveau the régional, mais international également au level? niveau How is it international? working currently? Comment est-ce que cela fonctionne actuellement? Well, I think we would love to learn more Nous aimerions beaucoup en savoir plus and ancient knowledge of the oceans. sur les connaissances traditionnelles et anciennes des océans. Les personnes qui ont traversé l'océan Pacifique d'un bord à l'autre, ils connaissent beaucoup des facteurs intrinsèques et économiques de l'océan. Dès maintenant, nous examinons la signification écologico-biologique de régions particulières marines. Nous voudrions peut-être inclure des critères pour les valeurs sociaux et économiques et sociales et culturelles. Et nous voulons donc protéger celles-ci, mais nous n'avons pas de mécanisme international pour cela. C'est pour ça que nombreuses organisations, d'ailleurs beaucoup d'États, appellent à cet accord qui pourrait permettre un cadre pour le développement de la capacité, la conservation et la coopération entre les agences pertinentes et l'État, ainsi qu'un mandat pour les AMP de pouvoir s'étendre à travers la planète. Lou, quel est votre ressentiment par rapport à la prise en compte de toutes les connaissances des différentes communautés avec lesquelles vous travaillez? Du point de vue des connaissances traditionnelles, d'un point de vue littoral, on a parlé de la gestion adaptive basée sur la communauté et ce concept est important. C'est un écart par rapport à l'ancien paradigme où il fallait étudier quelque chose avant de pouvoir le gérer. Dans des lieux où nous n'avons pas les ressources pour faire des études ou même pour transférer des informations aux communautés, c'est impossible de commencer à gérer tant qu'on attend les informations. Alors en fait, au lieu de cela, nous allons nous reposer sur des connaissances traditionnelles de ces communautés et d'utiliser ces connaissances-là pour établir des zones gérées. Et donc, il est important que nous valorisons ces connaissances traditionnelles et également de faire passer ce message envers ces communautés pour qu'elles se sentent elles-mêmes valorisées. Les communautés, néanmoins, elles-mêmes cherchent désespérément des réponses à leurs questions et des informations parce qu'ils voient des signes qui les inquiètent, qu'ils n'ont jamais vus avant. Et il est décevant de constater que malgré l'existence de différents types des gouvernements sur ces États, pour ces États insulaires depuis de nombreuses décennies, les gouvernements ne font pas passer les informations qu'ils détiennent dans la capitale vers les communautés et les villages sur le littoral. Parce que beaucoup de villages pourraient simplement commencer par une petite parcelle d'informations. Ils n'ont pas besoin d'une ONG, ils peuvent prendre des décisions en interne et ils peuvent affecter leurs ressources en toute intelligence. C'est une thématique qui a beaucoup émergé. Nous avons besoin d'identifier les informations utiles pour les communautés et les disséminer vers eux. Alors, le thème de cette conférence est l'océanité. Et quelle est l'importance de cette approche culturelle dans ce contexte? Bruce, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce travail en région Pacifique? Oui, bien sûr. Petit commentaire tout d'abord. On nous parle beaucoup de ce terme autonomisation pendant ces réunions. Dans le Pacifique et en Micronésie et dans les colonies du Pacifique, le pouvoir ou la puissance se trouve chez les propriétaires des terres. Moi, en fait, j'aimerais pouvoir récupérer du pouvoir pour que nous puissions travailler avec eux en termes de prise de décision. Ça, c'est un point.
Et c'est vrai que j'évite un tout petit peu votre question, mais un autre point, c'est qu'on nous parle beaucoup de la mobilisation des communautés et de les rendre plus et de les sensibiliser. Mais mon intuition, c'est que la plupart des ressources naturelles peuvent résister à l'utilisation de subsistance, à l'utilisation coutumière. Mais ce dont on ne parle pas assez, et je l'ai à peine entendu évoquer ici lors de ce congrès, ce sont les énormes puissances industrielles qui travaillent à l'encontre de la durabilité, non seulement sur les océans, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, on voit la dévastation d'une énorme forêt pour des plantations et pour des exploitations minières. Là sont les forces que auxquelles nous devrions nous attaquer. Et moi, ça fait 25 ou 30 ans que j'essaye de m'attaquer à eux. Mais la réalité, en mon expérience, c'est que ce sont eux qui ont le plus gros impact sur notre planète. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. In many ways, we are the warm-up act for. Nous sommes un petit peu la séance d'échauffement pour une journée passionnante aujourd'hui. Nous n'avons pas pouvoir vous apporter de la danse parce que au ballet, je suis arrivée seulement en 3e position avant qu'on m'ait demandé de quitter la classe. Si vous regardez de plus près le programme que nous avons devant nous en termes d'expérience régionale, vous verrez qu'on parle beaucoup de la représentativité. On parle beaucoup de la cohérence écologique et également de la manière dont nous allons traiter les différentes échelles et traiter les problèmes des impacts qui traversent les frontières. On a parlé hier de l'importance de la collaboration régionale, des renforcements des liens avec l'économie locale, et cela inclut la sécurité alimentaire, et cela inclut également, comme on vient de l'évoquer, la liaison entre les différents secteurs. Il y a différentes séances sur le transport maritime, sur le changement climatique et sur la pêche. Pendant les ateliers de ce matin et le café des connaissances, je prône les régions. Je pense que les régions ont une force, les régions nous donnent espoir, les régions peuvent créer la différence. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est également une des raisons pour lesquelles j'étais heureux de pouvoir faire émerger certaines de ces thématiques auprès de notre panel ce matin. Je passe la parole à Carole avant de conclure. Merci. Merci David. Nous avons devant nous des ateliers très intéressants et nous nous réjouissons d'en entendre les conclusions plus tard cet après-midi. Je vous souhaite des débats très fructueux et nous attendons vos recommandations qui émergeront cet après-midi. Merci.